Le rap est une imposture, nous disent certains dans le cadre d'une critique radicale de cette mouvance culturelle. La messe est-elle dite et l'affaire classée? Ce n'est pas l'avis de tous, et s'il existait un nouveau rap français, réellement révolutionnaire cette fois, loin des labels, des radios et des réseaux d'influence, un rap de qualité, œuvre d'artistes courageux et lucides, boycottés par les médias mais stars sur internet et qui n'hésiteraient pas à désigner de vrais ennemis. Le capitalisme, les USA, Israël, la mondialisation, les manipulateurs qui font leur beurre sur la détresse des quartiers difficiles. Plongeons un peu dans cette nébuleuse en pleine expansion qui risque bien de vous réconcilier avec le rap. Nous avons vu avec Mathias Cardet et son livre L'effroyable imposture du rap que bien souvent, derrière l'imagerie révolutionnaire du rap, se cachait une idéologie tout à fait démobilisante, voire carrément débilisante, visant à orienter les jeunes des classes populaires dans une impasse. Celle des compensations hédonistes, du matérialisme le plus étroit et d'une posture racailleuse aux antipodes de toute émancipation sociale. Ce dur constat était hélas exact, mais l'auteur prenait le parti d'examiner le hip-hop uniquement comme sous-culture de masse aux mains des grands labels, et d'autres secteurs du marché, comme les médias ou certaines marques de vêtements. Il écartait la périphérie pour faire le procès du centre. Il condamnait ce qu'avait trop souvent été le rap, sans s'interroger ce qu'il pouvait être encore. Ce n'est pas un reproche que j'adresse à Cardet. L'objet de son livre était bien défini dès le départ, et il avait même ajouté à la dernière page un avertissement explicite, je cite, « L'auteur du livre a pris le parti de s'attarder uniquement sur les impostures du rap, auront donc été omis volontairement les authentiques. » Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est donc bien différent du sien, puisque nous allons nous arrêter sur un phénomène beaucoup plus positif et encourageant, la récente apparition dans le rap francophone d'artistes d'un genre tout à fait nouveau. Porteurs d'idées dont certaines auraient été tout à fait impensables dans le hip-hop il y a une dizaine d'années. Je citerai dans ce podcast un certain nombre d'extraits, extraits dont la brièveté et le caractère hors contexte sont bien sûr d'un intérêt très relatif. Je vous encourage, pour mieux replacer ces citations dans leur contexte formel, à aller écouter les chansons dont elles sont tirées et qui sont, pour la grande majorité, disponibles en libre écoute sur YouTube. Il ne s'agit pas d'une école en particulier, ni d'un mouvement concerté, mais d'une tendance de fond, qui éclot ça et là chez des rappeurs très différents les uns des autres, mais tous en rupture avec ce qui a constitué très longtemps ce qu'on pourrait appeler le background idéologique du rap. Comme l'écrivait Cardet, la mise en place du business du rap s'est fait sur fond d'enrégimentement des jeunes de quartiers populaires derrière des bannières que, d'en haut, on leur avait mises entre les mains. L'association SOS Racisme, téléguidée par le Parti Socialiste, en fut peut-être la plus emblématique, et certains leaders de la gauche bourgeoise, comme Jack Lang, Harlem Désir ou Olivier Besancenot, ont rêvé un temps de faire de ce mouvement un vecteur de propagande à leur profit, susceptible de leur ramener des voix dans ces quartiers. Il est vrai que certains aspects sociologiques du rap étaient susceptibles d'amener de l'eau à leur moulin. Tout d'abord, c'était un mouvement venu des États-Unis, pays que l'Europe s'est habituée à considérer comme le vecteur de toutes les nouvelles tendances sociétales. Or, rappelons que lorsqu'en 1984 est créé SOS Racisme, l'URSS n'est pas encore tombée et nous sommes donc encore, de fait, en pleine guerre des blocs. Il se trouve que plusieurs parrains, parmi les plus influents de SOS Racisme, comme Bernard-Henri Lévy, ne cachent pas leur antisoviétisme virulent, positionnement géopolitique qui s'accompagne d'ailleurs souvent sur le plan politique d'un antimarxisme pur et simple. Dès lors, on ne s'étonnera pas que Sébastien Farrand, manager du groupe mythique NTM, ait déclaré il y a quelques années en interview dans Libération, je cite, « Ce qu'on aimait dans le rap, c'était le côté américain, grosse basket. L'alternatif, il fait ici référence à certains courants du rock, c'était l'opposé des Américains, c'était des Soviétiques. » Fin de citation. Pas étonnant non plus, dans cet esprit-là, que Joy Starr, un des deux rappeurs du même groupe NTM, soit devenu un ami proche de Besancenot dès le temps de la LCR, trotskiste peut-être, mais anticommuniste sûrement, et ce, en dépit du nom trompeur du parti. Et que ce même Besancenot ait participé à l'album de Monsieur R, album intitulé à bien mauvais escient politiquement incorrect, prêtant sa voix à l'introduction d'une chanson qui n'est autre qu'un très mauvais remix hip-hop d'Antisocial du groupe Trust. Le même Monsieur R, qui participa à la campagne du NPA au présidentiel de 2007, et qui avait composé une jolie chansonnette intitulée « France » avec deux S, dont la graphie montrait bien ce qu'il pensait du pays dont son pote Olivier briguait la présidence. D'ailleurs, les paroles ne laissent planer aucun doute. La France est une gare, n'oublie pas de la baisser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, faut la traiter, mec. Comme chanson de campagne, c'est vrai que c'est assez original. Ensuite, et c'est là le deuxième aspect qui a pu laisser croire au parti de la gauche bourgeoise qu'il pourrait tirer les marrons du feu allumés par le rap,
on pouvait constater une surreprésentation dans les groupes hip-hop de jeunes d'origine étrangère, reflet de cette même surreprésentation dans les quartiers d'où étaient issus ces jeunes, ce qui en faisait les cœurs de cible idéaux pour leur discours antiracistes, entre guillemets, discours dont on sait aujourd'hui que l'objectif n'était pas réellement de combattre le racisme, mais de procéder à une vaste entreprise de clientélisme électoral et de disqualifier moralement à la fois l'opposition nationale et les classes populaires de souche. Au début, tout a fonctionné, et les jeunes rappeurs, séduits par les opportunités qu'on leur faisait miroiter, sont rentrés dans la combine sans même vraiment avoir conscience d'être utilisés. Un album collectif ayant réuni plusieurs grands noms de la scène hip-hop des années 90 demeure comme un témoignage de cette période, sachant dire non. Un disque sorti en 1998, initié par le même Monsieur R cité plus haut, et entièrement consacré à la lutte contre le Front National. On assiste alors au recours systématique à la reductio ad Hitlerum, avec, au nom du combat contre l'intolérance, des paroles assez paradoxales. Faut les coffrer, leur faire subir les pires châtiments. Et chaque dimanche ils prieront le Seigneur que ça cesse, voudront le sacrement. Dans des cloaques, faut les enfermer, les clics, les cohus. Sera un miracle, fermer leur clapet et leur botter le cul. J'en déduis qu'il faut tabler, les déguster, en faire un buffet de mufles, les bouffer jusqu'à étouffer. Cet épisode marque le point culminant de l'instrumentalisation de ces artistes à la mode par une partie de l'intelligentsia politique. C'est par la suite, à partir des années 2000 et suivantes, que ça va commencer à se gâter et que le bel édifice va peu à peu se fissurer. Si la belle mécanique du rap officiel et subventionné se grippe, c'est pour plusieurs raisons. Certaines contradictions apparaissent avec le temps, comme flagrantes aux yeux du public. Comment, en effet, concilier des appels dogmatiques au métissage généralisé, façon Benetton, avec, de plus en plus souvent, et spécialement venant des quartiers les plus durs, des accès exaltés de haine raciste à l'encontre des Blancs? La question devra bien finir par se poser. Jusqu'où? Au nom de la lutte antiraciste. Traduction, lutte contre un certain nombre d'épouvantails tels que les flics ou les électeurs FN quand ce n'est pas tout simplement le français moyen dans sa version bidochon. Jusqu'où peut-on tolérer certaines formes de dérapage raciste? C'est l'époque des grandes manifestations étudiantes à Paris, avec comme point culminant le mouvement de protestation contre le CPE en 2006, auquel se joint un grand nombre de banlieusards. Non pas pour soutenir le combat des étudiants, mais pour les dépouiller de leur argent et de leur téléphone portable à la faveur du désordre ambiant. On parle de bolossage, action consistant à tabasser du bolo. Le bolo, contraction de bourgeois lopette. Les bourgeois, c'est ceux qui sont du centre, désignés ainsi par ceux qui sont de la périphérie. Et il est vrai que, dans une société de plus en plus paupérisée, on est tous le bourgeois de quelqu'un, car on trouve toujours plus miséreux que soi. Les lopettes, ce sont les garçons gentils, féminisés, inaptes à la bagarre, étrangers à l'atmosphère de prédation constante de certains quartiers. Le bolo, celui qui possède davantage que moi et qui ne se défendra pas si je le dépouille. La victime idéale donc. Puis, dans l'argot banlieusard, on passe insensiblement de bolo à bolos. Évolution qui n'est pas innocente, car la traduction a maintenant un sens un peu différent. Le bolos, avant de représenter pour lui-même un profil social quelconque, c'est celui qui est susceptible de se faire bolosser, donc passer à tabac. Le rap, bien entendu, s'en fait l'écho dans ses chansons. Et Sefiu peut scander « Ici, le mot babtou signifie blanc. C'est un dérivé du verlan de toubib, mot d'origine arabe désignant le médecin, mais par extension aussi le blanc. Agla ou agra signifie tabassage. Je ne garantis évidemment pas que ce soit là le vrai sens de ces mots arabes, je serais bien incapable de les traduire moi-même, mais je sais pour les avoir entendus souvent que c'est là le sens qui leur a été donné dans l'argot. Si je commets ici une erreur d'interprétation linguistique, je prie mes auditeurs arabophones de m'en excuser, quand on sait que le concept de la chanson « la vie qui va avec » est, à chaque phrase, de lier deux choses censées aller de pair, on se pose quelques questions sur le prétendu antiracisme de ce rappeur. La violence, le racisme anti-blanc, les effets désastreux du communautarisme, toléré et même voulu par l'État français, la ghettoisation sociale et ethnique, voilà ce qu'on pourrait appeler la dynamique négative qui a porté un sérieux coup à la crédibilité du rap tel qu'il avait été pensé jusqu'alors par les élites de gauche. Mais il s'est fait jour, en parallèle, une dynamique positive qui, d'ailleurs, si elle s'est attaquée à cette conception problématique du rap, n'était pas en soi anti-rap, bien au contraire. Cette dynamique est venue du constat que les valeurs dominantes dans le rap officiel étaient bien souvent antinomiques de celles ayant cours dans les strates de la société d'où étaient censés être issus les rappeurs. Ainsi par exemple, auprès de populations à forte composante arabo-musulmane, les muslimeries pathétiques, muslimeries pour reprendre une expression de Cardet, de certains artistes ne passaient plus.
Un islam racailleux, entièrement américanisé et faisant l'apologie des drogues, de la voyoucratie et des filles faciles. Pas crédible pour la plupart, voire carrément insultant. Bien entendu, tout n'est pas si simple, et je caricaturerais l'islam si je le présentais de manière monolithique comme un univers spartiate fait de conservatisme et de vertus morales triomphantes. Ce serait omettre l'existence en parallèle de ce que le politologue suisse Patrick Henny appelle l'islam de marché, soit, je le cite, la reconnexion avec l'univers culturel occidental dans le champ du religieux, porté par les nouvelles classes bourgeoises pieuses apparues ces 20 dernières années en Indonésie, en Turquie et en Égypte, et qui voulaient en finir avec l'ascétisme économique. Fin de citation. Mais les classes sociales françaises dont nous parlons n'ont pas grand-chose à voir avec cette bourgeoisie-là, et ce sont les sensibilités d'un islam beaucoup plus populaire qui s'y expriment, si on en croit les enquêtes réalisées sur le sujet. Comme j'avais pu l'écrire il y a quelques années au cours d'un dialogue triangulaire sur la question avec Michel Drac et Mustapha Cherif, le fait est que les médias cherchent sciemment, à chaque manifestation d'incivilité des jeunes immigrés arabo-musulmans, ou de ceux qui les côtoient, à mettre les dites incivilités sur le compte de l'influence pernicieuse de l'islam, comme si le Coran préconisait à ses lecteurs de dealer des stupéfiants, d'agresser les chauffeurs de bus, de brûler les voitures et de violer les femmes en bande. On présente les voyous en Lacoste et en casquette de baseball comme des sectateurs de Mahomet, alors que nous savons pertinemment que ces gens-là ont été allaités au rap américain, aux vidéos porno, à la culture bling-bling de MTV et au fantasme de l'argent facile entretenu par la pensée ultralibérale. Cette critique, faite au nom des valeurs de l'islam, se retrouve articulée dans des milieux bien différents et au nom de principes bien différents, parmi les athées, comme parmi les fidèles d'autres religions, parmi les immigrés, comme parmi les autochtones, parmi les banlieusards, comme parmi les habitants du centre ou de la province. Une critique du matérialisme, de la superficialité du rap game, de l'hypocrisie marketing, de la street credibility. Rappelons que certains papes actuels du rap français comme Booba ou La Fouine sont immensément riches et vivent à Miami, bien loin, tant géographiquement que socialement, de leur public de prédilection. Également du fétichisme marchand, de la misogynie, de ce côté yankee imbuvable et bas de plafond. Les nouveaux rappeurs contestataires, réellement contestataires cette fois, ont hâte de tuer le père et ont bien remarqué que dans ce milieu prétendument radical et libéré où les artistes aiment orner leur pochette du fameux avertissement Explicit Lyrics, il y a en réalité beaucoup de sujets qui sont tabous. Est-il possible de faire réellement œuvre d'anti-impérialisme, de critiquer le capitalisme, de s'en prendre au sionisme, de rapper l'amour des siens, de son peuple, de sa patrie, pas uniquement le fameux bled des origines, mais aussi sa terre d'accueil? Pour les marionnettistes de la gauche bourgeoise derrière l'industrie du rap français, tout ça sent le soufre et il n'est pas question d'adopter ce genre de poulain indomptable dans ses écuries. D'où une explosion du marché parallèle de l'autoproduction, des petits labels autonomes, souvent fauchés mais vrénis à nouveaux talents, d'artistes qui ne passent pas en radio, car pas assez formatés pour ça, mais qui n'en sont que plus intéressants à écouter. Le développement d'Internet a beaucoup favorisé cette explosion du rap indépendant, permettant une large diffusion de la musique sans avoir à passer par les labels ou les médias officiels et faisant appel à un type de promotion dans laquelle ce n'est pas le capital investi qui est déterminant, mais la qualité du travail. Et de ce fait, c'est un tout autre son de cloche que l'auditeur un peu curieux peut écouter aujourd'hui. Il découvrira, en se promenant sur le net ou dans certaines salles de concert, des thématiques qui auraient été impensables il y a encore une dizaine d'années et qui sont désormais traitées sans concession par des rappeurs de moins en moins aliénés. J'étais, il y a quelques semaines, à un concert d'Orelsan, sous un chapiteau bondé où s'amassait un public très jeune dans une ambiance survoltée. Orelsan, qui est loin d'être un rappeur underground, si on en croit les ventes faramineuses de ses 2 premiers albums, avait défrayé la chronique la veille de ce concert, en perdant le procès que lui avaient intenté les chiennes de garde et plusieurs autres associations féministes ayant porté plainte contre une de ses chansons, provocatrice à l'endroit des femmes, certes, et extrêmement violente, mais qui n'avait rien d'une profession de foi misogyne, puisque l'artiste, jouant le jeu du rap-théâtre, s'imaginait dans la peau d'un conjoint trompé, ivre de désespoir et de vengeance. Il rappelle cette affaire, le verdict n'était pas encore tombé, en ouverture de son second album, Le Chant des Sirènes, dans sa chanson Raelsan. Merci quand même pour le coup de pub. Merci. Merci les chiennes de garde pour le coup de pute. Merci. Ce soir-là, invité par un des grands festivals musicaux de Suisse, il termine son concert, comme à chaque fois, par une des chansons phares de son dernier album, Suicide Social. Dans ce morceau sombre et désenchanté, il tire à vue sur tout ce qui bouge, mais à la différence de nombre de ses prédécesseurs, il oublie d'épargner certains intouchables. Adieu, ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience, bien contents qu'on leur fasse du tort, c'est à celui qui condamnera le plus fort. Puis, quelques mesures plus loin, il enfonce le clou.
Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées, qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister. Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité. Danser sur des chariots, c'est ça votre fierté. Les bisounours c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel, qui voudrait me faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne. Tellement susceptible, pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des types. Autour de moi, toute une jeunesse applaudit et reprend les paroles en chœur. Décidément, il n'y a pas de doute, les temps changent. Cette critique de la mode gay-friendly, critique qui n'a dans la plupart des cas rien de commun avec l'homophobie, est quelque chose qui revient souvent dans le nouveau rap. Mouvement issu des classes populaires, viriliste et souvent attaché à une distinction sexuée traditionnelle, attachement qui peut être encore accentué chez les artistes de confession musulmane, le rap se démarque en cela très nettement du reste du monde du spectacle, habituellement acquis d'avance à toutes les revendications des minorités sexuelles. Je dirais pas que le mariage n'est pas pour les homos, et je dirais vive la gay pride, c'est bon pour la promo. Ironise John Sadek dans sa chanson Je dirais pas. Je renvoie mes auditeurs à un entretien accordé en octobre 2009 par cet artiste au magazine Dissident Flash, dans lequel le rappeur nous parle entre autres choses du rap, de l'Iran, de l'islam et de Fidel Castro. Le talentueux Taipan, un élément à suivre ces prochaines années, lui, dans Retour aux pyramides, n'y va pas avec le dos de la cuillère et met à profit le franc-parler qui le caractérise pour nous dire ce qu'il pense de ce communautarisme-là. Mais si tes revendications sont au niveau de la braguette, que t'es fier d'être un PD, va faire la gay pride à Zagreb. Qui tient la manette, qui tient la baguette, qui tient la planète, m'intéresse plus que le mode d'emploi de ta boîte à merde. Ce titre est extrait d'un album conceptuel, proche du modèle d'une mixtape sur lequel le rappeur, au fil des jours, commente en vrac et presque en direct l'actualité telle que délivrée par les médias, la chronologie étant souvent le seul élément qui lie les divers sujets évoqués dans chaque chanson. Plus récemment, Sean, qui soutenait les manifestations contre le mariage pour tous, a évoqué la question dans sa chanson Ennemi d'État en ajoutant qu'il réservait un gros mot là sur le Charlie Hebdo. L'hebdomadaire a réagi à cette chanson le 9 mai 2013 en qualifiant l'artiste de, je cite, Christine Boutin-Black. Le féminisme en prend aussi parfois pour son grade, comme dans la chanson polémiquement incorrecte d'El Matador. Une beurette libertine, partouzeuse de limousine, il t'en fera une parfaite présidente de ni pute ni soumise. Parmi ces nouveaux rappeurs engagés, certains, mais c'est une minorité, sont clairement engagés aux côtés d'un parti ou d'un mouvement politique. Ce fut le cas, un certain temps, de Tepa, un rappeur assez connu, membre du groupe Les Spécialistes, ayant participé depuis plus de 10 ans à divers projets collectifs, comme Opération Freestyle, du célèbre DJ Cut Killer, pour ne donner qu'un exemple parmi les plus prestigieux. Pourtant, malgré ce profil tout à fait intégré, Tepa a beaucoup évolué ces dernières années, et il a rejoint un moment l'Union populaire républicaine de François Asselineau, sur une ligne nationale républicaine, sociale, anti-européiste et souverainiste. Il a enregistré une chanson, Le chant des partisans 2.0, qui rend hommage au Conseil national de la résistance, le CNR, et présente sa conception de la France. Je vois des drapeaux bleus, constellés d'étoiles d'or, ils veulent faire disparaître le drapeau tricolore. Je fais du rap de patriote, c'est une espèce rare. Y'a plein de fachos en gestation, des nations, des antifas, je suis du côté de l'archidino, pas des bourgeois, des squats. La France est notre femme officielle, on la nique pas, on lui fait l'amour. Indépendamment de ce que puisse être votre jugement sur l'UPR, c'est une chanson que je recommande à votre curiosité et qu'il vaut vraiment la peine d'écouter. L'itinéraire de Tepa est d'autant plus intéressant si on le met en parallèle avec celui de Princesse Agnès, rappeuse d'origine taïwanaise, avec qui il avait fondé le groupe Les Spécialistes, et qui, en 2001, réunit de nombreux artistes autour d'un projet intitulé Hip-Hop Citoyen, dont le but n'était autre que de faire barrage à Le Pen au second tour des présidentielles. Tout en appelant à voter Chirac, un sommet de la rébellion, les rappeurs réunis sur le projet ne se privent pas de révéler tout le bien qu'ils pensent du pays pour lequel se jouent ces élections. PD, j'offre mon souk, la France veut l'avoir décédé. La France est une garce et je te le confirme. Pays de collabo. Un catéchisme rap digne de ceux des années 90, tout à fait dans le goût du projet Sachant dire non évoqué plus haut. Entre Tepa et Princesse Agnès, les deux compères des premiers temps, c'est désormais le grand écart. Précisons que Tepa a aujourd'hui quitté l'UPR et qu'il anime à présent une web télé très écoutée dans les milieux dissidents, Meta TV. Autre mouvement politique, autre engagement, le rappeur Khalifa. Ce militant afrocentriste n'est autre qu'un camarade de Kebit Seba, et ce dernier parle d'ailleurs de lui dans son livre Supranégritude. Ce Khalifa, dont le leader du mouvement des damnés de l'impérialisme dit tant de bien, a notamment enregistré une chanson très virulente intitulée « Pas de justice, pas de paix », sorte de manifeste du kémitisme anti-victimaire, et dans laquelle on peut entendre ceci.
Les dés sont jetés, vous pouvez toujours attendre. Il est temps de comprendre, personne ne veut vous aimer. C'est à nous d'agir, à nous de réagir pour eux, devenir ce que l'on était. C'est à nous d'agir, à nous de réagir, pour ne jamais rien avoir à regretter. Il est grand temps de songer à se défendre, mais la négraille ne pense qu'à se détendre. Carefa pour Kémy Séba, GKS c'est tous ceux qui s'estiment. On n'a rien à faire, rien à voir, des macaques qui se sous-estiment. Le sigle GKS fait référence à Génération Kémy Séba, une des nombreuses associations successives, Parti Kémy, Tribuka, Institut Shabazz, etc., fondées par Kémy Séba. Le clip vidéo, très combatif, présente des Africains en tenue de combat, dans une posture martiale proche de celle des Black Panthers, et le message délivré est tout à fait fidèle à celui régulièrement diffusé depuis le Sénégal sur les ondes d'Afro Insolent. Mais le leader d'opinion le plus populaire dans le rap français reste incontestablement Dieudonné. Défendu publiquement dans des chansons ou dans des interviews par des rappeurs aussi différents et aussi connus que Medine, Soprano, Rockin' Squad, Desporuti et bien d'autres, il semble incarner une figure de référence pour tous les éléments les plus dissidents du milieu hip-hop. Il y a plusieurs années déjà, il avait été invité par le groupe La Brigade pour enregistrer des intermèdes humoristiques sur son premier album, Le Testament. Pour moi, La Brigade, ça a été un désastre économique pour notre pays. Ils ont plongé toute une jeunesse dans une sorte de révolution que personne ne contrôlait. C'est pour ça que l'armée, à un moment donné, est obligée de mettre son nez. À ce moment-là, qu'ils font ça chez eux. Taipan, dans l'introduction de sa chanson La tectonique des claques, avoue qu'il compte voter pour la liste antisioniste aux élections européennes de 2009. Je crois que je vais voter Dieudonné, tout simplement. Il joue volontiers avec des références un peu sulfureuses, mais c'est avant tout à la liberté d'expression qu'il semble attaché. Ainsi, dans sa chanson La rentrée des clashs, enregistrée en duo avec le rappeur Youssoupha, qui est en quelque sorte son mentor, il lâche « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera parler Zemmour ». Manière ironique de clasher son ami Youssoupha, lequel avait, dans une autre chanson, lancé le même appel, mais pour faire taire Éric Zemmour. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Rina, dans Rime impulsive, appelle à voter Biquette, la chèvre présentée par Dieudonné aux élections présidentielles de 2012. Indépendant alternatif, le mouvement vers rien, de soutenir la candidature de Biquette. Non, t'es sérieux? Donc pour nous, ce sera le meilleur candidat, la meilleure candidate, mais ouais, ça me paraît plus cohérent et plus sincère que tous les discours que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Bah vas-y, on va aller voter Biquette alors. Quenelle, mon frère. Ex-Limes, dans sa chanson Antisémite, nous dit Amen, quand Dieudonné est censuré, étoile de David et semble-t-il idolâtré. Il faut préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'une chanson antisémite, mais que ce titre a été choisi, au contraire, pour protester contre l'usage fait de cet anathème diabolisant, pour disqualifier systématiquement toute critique de la politique israélienne. Le jeune rappeur, qui ne réalisait vraisemblablement pas l'étendue des risques qu'il prenait, aura tôt fait de retourner sa veste et de faire son mea culpa pour espérer récupérer une place dans le landerneau du rap officiel et subventionné. Puis il enregistre une nouvelle chanson intitulée « Excusez-moi », où on peut l'entendre chanter « Que les rabbins pardonnent, excusez-moi. Si j'ai violé pour moi. » Paroles dans lesquelles il serait vain de chercher la moindre distanciation ironique, tout est à prendre au premier degré. Indépendamment de cette polémique un peu anecdotique, il n'en reste pas moins vrai que la critique du sionisme a longtemps été dans le rap une sorte de fruit défendu, une ligne rouge à ne pas franchir, et que ce tabou est peu à peu en train de tomber. Je suis là pour jouer les réductibles, je n'ai qu'une cible, ceux qui font les marionnettes lors du dîner du crime. Chante El Matador dans Polémiquement Incorrect. Dans leur chanson Liberté d'expression, le collectif 210 All Style n'y va pas non plus de main morte. Et peu importe si les enfants iraniens ils laissent la vie baraque sans table comme du phosphore blanc qu'on balance au gaz, ah oui. Et si c'est en tant qu'être humain que tu réagis, les BHL et compagnie traiteront de nazis. Espère pas porter plainte si t'es tabassé par la LDJ. Ils s'entraînent sous le ministère de l'Intérieur donc réfléchis. Milice armée communautaire et répressif, question précise, est-ce qu'on est en démocratie? Deux proches de ce collectif, Koza et Nabil, dans une chanson intitulée Projet d'État et qui se clôt par l'extrait d'un discours de François Asselineau encore, s'en prennent à ceux dans la communauté musulmane qui vont main dans la main avec les sionistes. J'écoute nos représentants, mais trop de leurs propres makers, de Hassan Chargoumi jusqu'à monsieur Dalil Boubaker, qui sont ces traits déguisés, qui se cachent dessous leur charchia, tous ces imams du CRIF qui cautionnent dans le massacre à Gaza, capables de nous défendre face aux mensonges médiatiques. Le CFCM c'est quoi si ce n'est le sionisme islamique? Une bande de lâches égarés, musulmans soumis aux tyrans, qui planifient l'attaque de l'Algérie puis celle de l'Iran.
Carifa, présenté plus haut, évoque aussi la question. On ne plus dépendre de la mafia sioniste ni des intégrationnistes. Dans sa chanson La tectonique des claques, Taipan se lâche. Je sais pas qui a écrit le protocole des sages de Sion, mais protocole ou pas, les sionistes me gavent le fion. Je l'ai trouvé bien moi, le discours d'Ahmadinejad à Genève. Je sais pas pourquoi la délégation française se lève. Il fait ici référence à l'intervention du président iranien à la conférence d'Urban II contre le racisme organisée à Genève en 2009. Quimto Vasquez, présent sur la scène rap depuis de nombreuses années, n'hésite pas à mettre en lumière la fameuse escroquerie. Quand on n'est pas content, ses neveux sont des gauchistes. Ils ne voient pas qu'ils sont déjà capitalistes. Et cons et tristes comme une campagne antiraciste, conçue et financée par des sionistes. Cette chanson, Tonton du commerce, lui vaudra d'ailleurs plusieurs désinvitations dans les médias, ces derniers ayant presque unanimement décidé de le clouer au pilori des infréquentables. Si cet artiste vous intéresse, je me permets de vous recommander l'entretien qu'il m'a accordé dans sa ville de Meudon, vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Emissa, un rappeur écouté auprès d'un large public, s'interroge dans sa chanson On ne sait rien. Tu connais quoi des francs-maçons, du corrupteur et du sionisme? Tu connais pas pourtant, t'es leur bonif. La franc-maçonnerie est également un thème qui revient fréquemment dans le rap, de manière souvent confuse, la voie ayant été ouverte par Rockin' Squat et ses chansons complotistes, dans lesquelles on trouve, comme on dit, à boire et à manger. La plus emblématique de ces chansons complotistes est sans doute Le Pouvoir Secret, dans le second volume de sa Confession d'un enfant du siècle, mélange assez indigeste de diverses théories révisionnistes sur la base d'un texte balançant des références sans les expliciter, créant plus de confusion que de clarté dans la réception de l'auditeur. Quimto Vasquez, lui, pose les questions qui fâchent. Tu m'expliqueras le danger des mollahs et des curtons quand tu sauras me dire ce que glandent vraiment les francs-maçons, neveu. El Matador, dans sa chanson citée plus haut, revient sur ce thème. Si le diable veut mon âme, je lui dis non merci sans façon. Je suis pas Jay-Z qui lui tous les jours remercie les francs-maçons. Selon une rumeur persistante, très en vogue sur le net, le rappeur états-unien Jay-Z serait en effet membre d'une loge maçonnique afro-américaine. Même critique pour tout ce qui concerne les sociétés secrètes. Tepa, par exemple, pointe l'hypocrisie des politiques en la matière. Et demande jamais à Besançon s'il connaît Bilderberg, il dit que c'est du complot. De l'anticommuniste et ex-marxiste Rockin' Squat à la trotsko-altermondialiste Kenny Arcana, une rappeuse très douée, il faut le reconnaître, le thème des complots et des Illuminati revient sans cesse, et nous touchons peut-être là aux limites de ce nouveau rap français. Le propos devient vite pesant, excessif et maladroit. Les artistes sont rarement à la hauteur des sujets qu'ils traitent, il manque bien souvent de culture historique et politique pour empoigner ces questions-là, et on voit vite que certains sont moins désireux d'analyser et d'informer leurs auditeurs que d'installer une sorte d'ambiance de doute et d'odeur de soufre, susceptible de les profiler positivement dans cet alter-marketing de la dissidence codifiée. Concernant l'instrumentalisation du complotisme anticommuniste et antimaçonnique, je renvoie à un intéressant article paru dans le numéro 45 de la revue Rébellion, en novembre-décembre 2010, intitulé « Communisme et complotisme ». Taipan, lui, comme souvent, prend tout ça plus à la légère, et on ne lui jettera pas la pierre. Faut que je donne mes analyses de Rinaki pour finir Illuminati. À l'antisionisme s'ajoutent, presque naturellement, deux combats politiques très contemporains, l'anticapitalisme et l'antimondialisme. Ce dernier prend souvent dans le nouveau rap la forme d'un anti-atlantisme, comme en témoigne l'excellente chanson « Le 52e État » de John Sadek. Alors que l'élite et le showbiz jouent les Yankees, permettent à l'Empire d'imposer son emprise. Ça joue les patriotes mais bande pour les USA. Je préfère Le Pen à ses portes, tu peux imprimer ça. Le rappeur suisse roman Dissipé, du collectif Michigan, ne cache pas non plus ses sympathies subversives. Oui, le style est sale, mais ça reste élégant. Je m'en bats les couilles de NYC, bientôt je me tire à Téhéran. L'américanisation étant, au-delà de la simple conquête économique, une colonisation par les esprits et par les mœurs, c'est aussi sur ce terrain que les rappeurs s'indignent, à l'image d'El Matador. J'ai pas la vision d'Obama, mais celle de Farrakhan. Ils sont choqués de voir James avec un voile et pas Zaya à poil. Toute critique cohérente du capitalisme, englobant nécessairement celle de la libre circulation des personnes, au même titre que celle des biens et des capitaux, certains rappeurs réellement libérés des vieux préjugés gauchistes, comme Sam dans sa chanson à contresens, visent juste. De leur racisme, j'ai facilement les preuves. Sans pour l'immigration c'est le déracinement des peuples. Dans la même chanson, il fait son autocritique avec humour, se rappelant de ses premières années dans le rap, avant sa prise de conscience politique. Comme Besançon, d'exploitation je parlais avec au pied mes nailles. Je suis en casquette requin, j'ai tout copié des gangs Quinry. Donc sur ma tête casse ta baguette de pain. Le rap est d'importation états-unienne, certes, mais pour beaucoup, il a cessé d'être un cheval de Troie et il n'est plus question de faire rimer culture hip-hop avec américanisation. J'invite ceux qui m'écoutent à se faire leur propre opinion,
en se baladant sur internet et en écoutant ce qu'ont à dire ces rappeurs dont je gage qu'ils n'ont pas souvent entendu citer les noms sur M6 ou dans les pages des Inrecuptibles. Un slogan, mi-nostalgique, mi-ironique, très à la mode chez les quadragénaires du mouvement, les tenants de cette fameuse old school dont on ne sait jamais très bien ce qu'elle englobe et ce qu'elle exclut, et qu'on trouve souvent imprimé sur des t-shirts, nous dit « le rap, c'était mieux avant ». Et si, au contraire, c'est maintenant que commençait vraiment l'histoire du rap. Vous dites aimer le peuple, mais vous avez toujours choisi les autres. Nos ancêtres marchent avec nous et vous avez trahi les vôtres. De Robespierre à Marchais en passant par Berthe et Vallès. De Proudhon à Gramsci en passant par Sorel et Jaurès. Tous ils marchent avec nous, francs-tireurs, héroïques. Figureux du combat social et des luttes patriotiques. Ouvre bien tes escourdes et passe le message à tes partisans. C'est nous les nouveaux opposants et vous les nouveaux courtisans. Nos idées font gamberger mais les vôtres prêts à rire. C'est nous les nouvelles émancipées, vous les nouvelles étailles. C'est vous les nouveaux GI et c'est nous les nouveaux fédailles. C'est vous les nouveaux sonifères et c'est nous les amphétamines. Donc tiens-toi le pour dire, grave-le dans le marbre ou la pierre taillée. C'est nous les nouveaux communards et vous les nouveaux Versaillais. C'est nous les troubles faits